Bonjour Yann Maël, Bonjour. merci d'accepter mon invitation pour ce podcast sur lequel on va traiter un sujet qui préoccupe pas mal d'entreprises, c'est le droit du travail à l'heure du numérique. Tu es donc avocat en droit du travail et du numérique et tu es convaincu que les pratiques du numérique et les règles juridiques peuvent servir une modernisation acceptée et efficace de la société et des organisations. Tes expériences et ta formation, je devrais dire tes formations, te permettent de bien appréhender la combinaison des enjeux du numérique, du juridique, de la communication digitale et des évolutions du travail au sein des entreprises. Pour ce qui concerne ton livre Le droit du travail à l'heure du numérique, il s'adresse avant tout aux chefs d'entreprise, voire au service des ressources humaines et juridiques. Tu y développes notamment les enjeux des réseaux sociaux en ligne et des outils informatiques mobiles qui se généralisent dans nos vies professionnelles. Certes, la question du rapport entre les nouvelles technologies et le droit du travail n'est pas nouvelle. Pour autant, de nouvelles problématiques juridiques majeures se font jour. L'usage d'Internet, et plus particulièrement des réseaux sociaux dans l'entreprise, déséquilibre les relations de travail en confrontant le pouvoir des employeurs aux libertés émergentes des salariés, lesquelles sont intimement liées aux nouvelles pratiques salariales. Les réseaux sociaux d'entreprise interrogent aussi sur le renouvellement du dialogue social dans l'entreprise. Déplaçant les anciens cadres de référence, les nouvelles technologies de la communication invitent par conséquent à réfléchir en profondeur sur le devenir du droit du travail. Tel est l'objet de ce livre, véritable vade-mecum des relations humaines dans l'entreprise à l'heure du numérique. On sait par une multitude de publications, notamment la tienne, que la technologie tant high-tech que biotech va très vite et la législation a pour le moins du mal à suivre. Point important, comme tu le soulignes dans ton livre, la législation s'inscrit dans le temps long. Face à ça, comment les entreprises doivent-elles affronter cette dualité avec, d'un côté, la rapidité et la nécessité de développer les usages du numérique pour être et rester compétitifs, et de l'autre, rester attentif à la législation numérique et au droit du travail associé, dont le télétravail fait une part de l'actualité depuis mars 2020. À noter que le droit du travail français compte 3600 pages, tu me corriges si je dis une bêtise, contre 200 pages pour le droit du travail en Suisse, voire pas de droit du travail du tout au Danemark, pays que l'on cite fréquemment au sujet du droit du travail comme étant un exemple. Donc qu'en est-il de cette dualité, aller vite avec le numérique et prendre le temps de bien digérer, appréhender la complexité de la législation? Pour être juste, le droit du travail, le code du travail compte un peu moins de pages, puisque 3500, si je me trompe pas, c'est avec les annotations. Mais s'il y a aussi autant d'annotations dans le code du travail, c'est sans doute parce qu'il est devenu trop complexe. Et cette complexité, finalement, elle se fait plus au service des salariés qu'elle doit protéger, et elle se fait pas non plus au service des entreprises, puisque la complexité engendre des coûts finalement supplémentaires qui sont pas forcément compatibles avec cette logique qui est guidée par Internet, qui est de simplifier les échanges par des effets de réseau. Et on voit d'ailleurs que à vouloir systématiquement tout encadrer, tout contrôler, eh ben, plus on essaye d'être fin dans le contrôle, plus des pans entiers euh, économiques finalement échappent au droit. Et il faudrait peut-être revenir, comme en Suisse, à un droit plus large, avec des grands principes, avec moins de distinctions, par exemple, entre les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs et les salariés, en se disant que finalement, tout le monde a à peu près besoin de la même chose pour vivre et que le filet de sécurité, il devrait être pas identique, mais au moins équivalent pour tous. Donc, des grands principes et aller moins dans le détail. Et dans les entreprises, finalement, on utilise aussi souvent le droit comme excuse pour dire, ben voilà, c'est pas prévu, on peut pas faire, il y a un risque. Et on se prive finalement d'innover, de regarder concrètement comment les gens travaillent,
qu'est-ce qu'ils font vraiment, quel est l'intérêt pour l'entreprise, quel est l'intérêt pour le collaborateur de faire du télétravail. Est-ce que on parle tout le temps de la santé des collaborateurs. Il y a un exemple que je trouve assez hallucinant, et les gens qui sont en arrêt maladie, qui se cassent une jambe, finalement, ils ont le choix entre 100% congé maladie ou alors 100% ils sont capables d'aller dans l'entreprise. Mais on ne peut pas envisager le télétravail aujourd'hui, à date, comme une modalité un peu intermédiaire pour des gens qui peuvent continuer à travailler à distance parce que leur cerveau fonctionne très bien et qui en même temps ne peuvent pas se déplacer. Et donc, il y a tout un tas de barrières qu'on s'est mis et qu'il faut sans doute revoir. Je pense que c'est aux salariés, aux employeurs qui ont des intérêts pour le coup convergents de réfléchir ensemble à ces sujets et pas d'être toujours dans la dualité, dans l'opposition. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très nouveau dans les relations sociales. Donc, il faut casser un petit peu les silos et s'ouvrir à la transversalité, ce que les entreprises américaines font globalement assez bien. Tu es en train de me dire d'une certaine façon que le blocage, il vient tant du côté des salariés que du côté des employeurs, voire du côté du législateur. Tout à fait. De toute façon, en France, on a tendance à mettre tout dans des cases très, très précises et à vouloir vraiment tout encadrer dans le moindre détail. Pendant des années, on a entendu parler du télétravail en disant mais le télétravail, on ne peut pas le mettre en place parce que pour des raisons d'assurance. Pour des raisons d'assurance, si un salarié se blesse, je pense que tout le monde a déjà entendu cet exemple, et la situation est quand même relativement rare par rapport aux accidents de la route. Si mon salarié se blesse en se prenant les fils chez lui, qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors déjà, il n'y a plus beaucoup de fils maintenant quand on est connecté à Internet chez soi, et on a bien vu pendant la crise pandémique que bon, ben voilà, finalement, les questions d'assurance, c'était un peu des excuses, et que si on a envie de mettre tout le monde en télétravail et qu'on doit le faire, eh ben, on passe outre ces questions d'assurance qui sont quand même très accessoires et très anecdotiques, et que le vrai risque, il est ailleurs sur le télétravail, mais il n'est certainement pas sur ce risque assurantiel des accidents domestiques, accidents qu'on peut avoir et qui sont aussi très très nombreux dans les entreprises. Et puis je le disais, le risque routier qui est énorme finalement et qui est intégré déjà par les organisations et par la société. Donc c'est vraiment un changement plus culturel, une volonté de faire évoluer son organisation et pas toujours à chercher des excuses en allant vraiment vers le risque zéro absolu dès lors qu'on est sur un sujet nouveau. Parce qu'il y a déjà beaucoup de risques qu'on a intégrés, mais dès qu'il y a un nouveau risque qui arrive ou des nouvelles opportunités, on va regarder uniquement les risques et on va s'en servir pour dire non, c'est pas possible d'évoluer. Et ça c'est un vrai, j'ai envie de dire, paradigme français, mais on le voit bien sur tous les sujets. Ils sont abordés uniquement sous l'angle du risque, très peu sous l'angle des opportunités. Et ça, c'est vraiment un problème très franco-français. Et on ne peut pas dire c'est les employeurs, c'est les salariés. C'est vraiment un problème culturel dont il faudra se défaire, à mon avis, si on veut saisir toutes ces opportunités. Je disais tout à l'heure que le télétravail, ça pouvait être opportun pour des arrêts maladie, pour des maladies de longue durée, pour garder aussi du lien avec l'organisation de travail. Et voilà, il ne faut pas se focaliser systématiquement sur ce qui ne fonctionne pas, et on peut aussi commencer par ce qui fonctionne bien. Et ce mal pouvant être malheureusement perverti par le principe de précaution. Mais je n'ouvrirai pas de débat là-dessus parce que ça fait l'objet, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Est-ce que le numérique, est-ce que quand les entreprises doivent développer des méthodes de travail, de nouveaux outils en s'appuyant sur le numérique, est-ce que le droit du travail ou est-ce que la législation d'une façon plus générale peut être bloquante, ou est-ce que elle développe d'abord ces nouvelles façons de travailler avec le numérique, et puis elle se pose des questions de la législation après?
il y a différentes écoles. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a tout un tas d'entreprises, et notamment les startups, qui se posent moins de questions, et notamment des acteurs euh, extérieurs à la France, enfin des grands groupes internationaux, qui peuvent venir en France et qui se posent les questions du droit ensuite, d'ailleurs qui exploitent finalement un petit peu les failles parfois de notre système, ou tout simplement des vides juridiques pour construire de nouveaux business models. Donc c'est bien la preuve que la question juridique ne vient pas toujours en premier. Et puis, à contrario, il y a des acteurs qui vont prendre prétexte, encore une fois, de la législation pour pas forcément faire évoluer les règles internes. Et finalement, le droit permet quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire évoluer. Donc, j'ai un avis plutôt mitigé sur cette question. Je pense vraiment qu'on peut aller vers des organisations plus ouvertes, mais euh, il faut aussi comprendre que dans les organisations, et ça c'est un problème euh, qu'on a un petit peu auto-alimenté, mais il y a un peu un encombrement des règles juridiques. Je sais que pour les organisations syndicales et puis pour les acteurs du dialogue social, aussi du côté de l'entreprise, euh, des dirigeants, il y a tellement d'obligations légales, tellement de sujets sur lesquels il faut négocier tous les ans, qu'on n'a plus beaucoup de place pour innover en matière juridique, pour créer finalement des innovations au niveau des organisations qui correspondent vraiment aux besoins. Finalement, on suit l'agenda qui est décidé par le Code du travail, par les grandes négociations collectives, et on n'a plus beaucoup de place pour les sujets qui correspondent aux réalités du terrain, aux réalités de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y a, c'est sans doute là où il y a le plus de choses à faire. Et on voit aussi qu'il y a une vraie attente pour moi de la part des collaborateurs, de la part des équipes opérationnelles, d'avoir des règles de travail qui correspondent vraiment à ce qu'ils vivent au quotidien et pas des règles pour des grands collectifs au niveau de l'entreprise. Je pense notamment aux règles qu'on peut avoir sur la déconnexion, on en parle souvent. Le droit à la déconnexion, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est un droit, euh, c'est une demande, une injonction à négocier des règles de bons usages des outils informatiques dans l'entreprise. Mais dans l'entreprise, il y a des multitudes de collectifs. Il y a des gens qui vont travailler avec des personnes à l'international et donc qui vont avoir besoin finalement d'avoir des horaires un petit peu décalés par rapport à d'autres. Il va y avoir des gens qui télétravaillent, il va y avoir des gens qui sont au forfait, il va y avoir des gens qui sont finalement postés, il va y avoir des gens qui n'ont même pas d'outils informatiques fournis par l'entreprise. Et donc on va se retrouver avec une multitude de situations, une multitude de collectifs. Et on voit bien qu'on ne peut pas avoir une règle unique pour tout le monde. Par contre, on peut avoir finalement, si on va dans le détail, et c'est là où ça devient intéressant, des choses très très fines au niveau de chaque collectif et des accords plus souples avec des grands principes au niveau de l'organisation. Et ensuite, des choses qui sont un petit peu co-décidées avec les entités qui ont des intérêts spécifiques. Et ce niveau de granularité manque aujourd'hui, à mon avis. C'est pas forcément du registre du législateur, mais c'est vraiment du registre de l'intelligence au niveau d'une organisation. Et c'est ce qui va lui permettre d'être plus agile et sans doute de répondre aussi aux attentes exprimées par de plus en plus de collaborateurs, d'aller dans ce niveau de granularité, de prendre en compte leurs individualités. Est-ce que le législateur, fort de la réussite économique des grandes entreprises françaises, principalement celles du CAC 40, qui sont des réussites très prestigieuses et qu'on ne peut pas contester, bien évidemment, est-ce que le législateur n'a pas tendance à insidieusement créer une législation, adapter la législation à ces grandes entreprises et aux TPE, PME, voire ETI de suivre comme elles peuvent? La difficulté, effectivement, c'est qu'il y a une loi qui est assez complexe
mais qui est assez compréhensible pour ces grandes organisations, pour ces grandes entreprises françaises, mais qui ont un niveau finalement international, qui sont internationalisés et qui ont des armées de juristes pour disséquer le code du travail. Et puis, quand on est dans des TPME, PME, on a beaucoup plus de difficultés en dessous de 500 salariés. Donc, on est vraiment encore, on est sur les grosses PME là. Mais ces entreprises-là, même jusqu'à 500, elles ont du mal à avoir une armée de juristes. On va avoir un DRH, mais quelques RH, et ils vont pas avoir le temps, ils vont pas avoir les ressources pour avoir, par exemple, des personnes qui vont disséquer tous les jours les évolutions sur le droit de la rémunération, et elles sont déjà très nombreuses. Alors, du coup, c'est sûr que c'est difficile pour ces organisations d'être innovantes, de rester à jour et de rester finalement aussi compliance, de respecter toutes les obligations qui sont les leurs aujourd'hui. Donc vraiment, je pense que la complexité qui peut être gérable pour les grandes entreprises, mais qui a aussi un coût en termes de compétitivité, elle l'est pas du tout pour ces petites entreprises. Et plus on arrive sur des petites boîtes, plus le coût est difficile à gérer et plus ça peut coûter cher aussi euh, pour la survie de certaines entreprises. Merci pour ces précisions. Je vais revenir au volet numérique de notre échange. Concernant la gestion de l'information qui est au cœur des enjeux numériques pour les entreprises, quelles sont tes recommandations pour que ces entreprises en gardent le contrôle avec leurs employés, fournisseurs, sous-traitants et partenaires, sachant que on partage de plus en plus facilement des informations sans toujours prendre la mesure de ce qui est de nature confidentielle ou privée par rapport à ce qui peut être publié de façon publique. Tout à fait. Moi, j'ai moi-même travaillé à la gouvernance d'une de ces entreprises du CAC 40 et il y a un vrai effort de sensibilisation à faire auprès de tous les salariés, quel que soit leur niveau, sur déjà la sûreté informatique. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se font pirater leurs données. On peut mettre tous les pare-feux de la terre si, par exemple, des collaborateurs ouvrent certains mails et parfois aussi euh, euh, copient leur code, etc. Enfin, il y a une vraie sensibilisation à faire auprès des collaborateurs sur qu'est-ce qu'on peut ouvrir, pas ouvrir, quand est-ce qu'il faut être méfiant. Et c'est pas que dans les très grosses entreprises. Aujourd'hui, c'est toutes les entreprises qui peuvent se faire entre guillemets racketter et qui peuvent se faire avoir. Les entreprises sont pas toujours non plus suffisamment alertes sur ces risques informatiques. Donc, il y a un effort général de montée en charge de formation, que ce soit à la fois pour ceux qui gèrent le parc informatique, mais aussi pour tous les collaborateurs qui peuvent avoir accès finalement au cyberespace de l'entreprise. Ça, c'est un premier enjeu. Le second, il est finalement plutôt sur la réputation de l'entreprise. Tout le monde porte en lui une partie de la réputation de l'entreprise. Tout le monde est présent sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à des réseaux sociaux comme LinkedIn. Et quand un collaborateur recrute sur LinkedIn, il est à la fois une personne qui est susceptible elle-même de se faire recruter, donc il est plutôt à titre personnel, et en même temps, il est recruteur, et donc il représente l'entreprise. Mais ça peut être un technicien dès lors qu'il a marqué sur son profil LinkedIn, son profil professionnel, qu'il était salarié de cette entreprise. Quand il partage des informations, il engage quelque part aussi la réputation de l'entreprise. Donc, il faut aussi sensibiliser les collaborateurs à ce qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Évidemment qu'ils ne partagent pas des informations confidentielles sur la stratégie de l'entreprise. Et il faut aussi sensibiliser, donc on en revient à un effort de formation, sensibilisation des collaborateurs sur qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qu'on a le droit de partager, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de partager. Après, il ne faut pas non plus dire qu'il ne faut rien partager, parce que on est dans une société aussi où l'information qui est véhiculée par les collaborateurs peut avoir une valeur.
Et d'ailleurs, on parle beaucoup, il y a des entreprises qui ont saisi ça et qui servent de leurs collaborateurs pour faire des grandes campagnes pour soit défendre les valeurs de l'entreprise, soit porter des nouveaux produits. Et finalement, les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise, c'est aussi les collaborateurs sur les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas se priver de cette force, mais pour que ça fonctionne bien, il faut encore, une fois, j'insiste sur cette notion, mais un vrai effort de sensibilisation, de montée en compétence des collaborateurs sur les réseaux sociaux. Et il y a un autre effet, troisième effet, finalement, c'est quand est-ce qu'on a le droit de communiquer sur ce qui se passe pas bien dans l'entreprise. Ça aussi, c'est un risque pour les entreprises. On a tendance à vouloir occulter quand ça va pas bien. Et quand ça va pas bien, quand les gens vont au clash, généralement, ils vont aussi se plaindre sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu différent du sujet précédent, parce que finalement, c'était des collaborateurs qui livraient des secrets sans le vouloir. Là, on est plutôt sur des collaborateurs qui vont révéler les coulisses, mais de manière consciente. Et ça porte aussi un risque, évidemment, pour le collaborateur qui va se faire licencier parce qu'il a été déloyal. Et il y a de plus en plus de jurisprudence sur le sujet. Les collaborateurs n'ont pas à partager des informations susceptibles de porter atteinte à l'image de leur entreprise. Mais en même temps, si l'entreprise ne veut pas voir des collaborateurs, des salariés se défouler sur les réseaux sociaux, peut-être qu'une des solutions, c'est de libérer la parole en son sein, en interne, pour permettre aux collaborateurs et pour permettre à l'entreprise de redialoguer et puis aussi d'améliorer les processus internes, parce que tout ne va pas bien dans les entreprises. Il y a toujours des choses qui ne vont pas et qui peuvent être améliorées. Et finalement, il vaut mieux prévenir que guérir, sachant que le soin est particulièrement violent, on finit par licencier des collaborateurs qui potentiellement pouvaient vouloir bien faire, et on se retrouve aussi à potentiellement exposer l'entreprise, puisque quand on licencie, on le voit aussi, il y a de plus en plus un risque d'image autour de certains licenciements des collaborateurs qui ensuite vont aller se plaindre sur les réseaux sociaux de leur licenciement pour des propos qu'ils auraient tenus en ligne. Et on va entretenir en licenciant un bad buzz. On l'a vu aussi assez récemment à travers la jurisprudence. Il y a un an de ça, je sais que la ville de Paris et un prestataire avaient été cités sur les réseaux sociaux. À l'origine de cette histoire, il y avait une dame qui avait pris une photo d'un agent de propreté qui faisait une pause, qui s'était assis dans la rue. Et à la suite de ça, la ville de Paris s'est empressée de dire que l'agent allait être sanctionné, etc. Et puis finalement, ça a fini évidemment au prud'homme. Et l'agent de propreté a dit qu'on avait atteint son droit à l'image et qu'en plus, c'était pas lui, il était juste en pause. Et si on avait dialogué dès le départ, peut-être que ce ne serait pas arrivé. Donc voilà, les réseaux sociaux peuvent être des chambres d'emballement médiatique, et les entreprises ont intérêt à l'intégrer aussi dans leur stratégie sociale à travers des chartes, à travers, je le disais, une montée en compétence de tout le corps social, et puis aussi en dialoguant, en créant des espaces de dialogue et d'échange à l'intérieur de l'entreprise. Il faut que les entreprises soient attentives à ne pas être victimes de ce que l'on appelle l'effet Streisand, du nom de l'actrice bien connue. Est-ce que les entreprises prennent cet enjeu à bras-le-corps, notamment au travers de la formation ? Alors, il y a beaucoup aujourd'hui de DRH qui se forment sur ces enjeux réputationnels. Je vois qu'il y a aussi beaucoup de DRH de toute façon qui sont très présents sur les réseaux sociaux maintenant. Hein, c'est un peu devenu le passage obligé. Pour autant, on peine encore, on y est présent, mais on peine encore à irriguer les entreprises de ces logiques. On voit qu'elles sont présentes, mais ça transpire pas au sein des COMEX, si je puis me permettre. Il y a encore un effort de formation aussi à faire à la tête des entreprises. Tous les dirigeants d'entreprise ne sont pas sensibilisés forcément à ces enjeux-là, et je pense que c'est là qu'il faut sans doute commencer par
voilà, enfin, il faut mettre le pied à l'étrier des COMEX sur les réseaux sociaux et il faut qu'ils s'inspirent des entreprises qui ont déjà pris le pli et qui ont compris ces nouvelles logiques. L'effet Streisand, c'est un sujet qui est maintenant assez ancien. Et pour autant, il y a encore beaucoup d'entreprises qui tombent dans le piège, voilà, qui veulent censurer finalement ce qui se passe sur Internet, qui veulent censurer un petit peu l'expression. Et finalement, à chaque fois qu'elles essayent de faire ça, elles se rendent pas compte parce que c'est euh, un petit peu le vieux monde. C'est les logiques qu'on a et qui sont assez naturelles, mais qui aujourd'hui peuvent conduire à faire plus de dégâts. Alors, si on va expliquer l'effet Streisand, euh, à l'origine, c'est un photographe qui prenait des photos de la côte californienne et il s'est trouvé que dans les photos de la côte, il y avait une très jolie villa qui appartenait à Barbara Streisand. Elle a appris que le livre allait être publié et voulant protéger sa vie privée, mais on pourrait faire le parallèle avec des données de l'entreprise, euh, elle a attaqué le journaliste pour faire interdire la publication, pas forcément de tout l'ouvrage, mais au moins de cette photo de sa maison. Et en agissant en justice, donc là on pourrait dire en licenciant un collaborateur, eh ben, elle a attiré l'attention des médias, l'attention des internautes, et on a eu le premier buzz, bad buzz de l'histoire, puisque la photo qui aurait dû rester finalement dans un livre assez confidentiel a été diffusée partout sur le web. Elle a attiré l'attention des internautes en actionnant la justice. Et ça, c'est une histoire qu'on retrouve quasiment tous les mois aujourd'hui dans la presse quotidienne, nationale ou régionale, avec des entreprises qui licencient des collaborateurs, souvent pour des histoires de liberté d'expression en ligne. Et finalement, ça se retourne contre l'image de l'entreprise. Donc, il faut faire très attention. Il faut sensibiliser en amont les collaborateurs et en même temps, il faut aussi créer des espaces de discussion dans l'entreprise pour pas en arriver à ces extrêmes. Merci de souligner le fait qu'il faut que ce soit d'abord les managers qui se forment à ces enjeux. Autre question. Le numérique révolutionne les méthodes de travail et notamment la hiérarchie dans l'entreprise. Certaines entreprises du CAC 40 ont jusqu'à 7 niveaux hiérarchiques, alors que via LinkedIn, on peut échanger directement avec des personnes qui nous étaient inaccessibles il y a une vingtaine d'années. Je parle personnellement du cas vécu récemment avec Jacques Attali et Jean-Michel Blanquer, avec lesquels je suis en relation sur LinkedIn. Alors ceci dit, je ne communique pas tous les matins avec eux, bien évidemment, mais en tous les cas, j'ai pu le faire pour différentes raisons, de façon occasionnelle. Comment les entreprises peuvent-elles faire de cet enjeu un avantage en termes d'évolution du management et de la gestion de projet? Oui, tu as raison, tu soulignes un point très important. Moi, je constate aussi qu'au sein des entreprises, aujourd'hui, il est plus facile de de se connecter avec des gens sur LinkedIn, avec ses collègues sur LinkedIn, que au sein de l'entreprise. Et finalement, le réseau pour échanger avec ses collègues, direct ou indirect d'ailleurs, puisque ça peut être des personnes à l'autre bout de la planète qui travaillent sur des projets presque identiques, mais dont on n'avait pas connaissance en interne, on va les découvrir sur LinkedIn. Et ça, c'est un vrai paradoxe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux privés, extérieurs aux entreprises, sont plus forts que le réseau de l'entreprise en interne. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore de réseau social interne ou alors qui ont du mal qui ont du mal à ce que ça prenne. Et à mon avis, c'est vraiment une histoire de culture interne à l'entreprise. Quand le big boss de l'entreprise envoie un mail aux 100 000 collaborateurs, je crois qu'il ne vient à personne l'idée de lui répondre. Et ça, c'est vraiment l'illustration de cette chaîne hiérarchique où le big boss peut s'adresser à tous les collaborateurs, mais un collaborateur lambda dans ces structures hiérarchiques ne peut jamais s'adresser en haut. Et l'information descend très très bien, l'information remonte très très mal.
Ça, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, on va susceptibiliser son N plus 1 si on s'adresse au N plus 2 sans avoir mis son N plus 1 dans la boucle. Donc, vraiment, on a des gros freins à l'échange dans ces entreprises. Et les entreprises qui ont déjà mis en place des réseaux sociaux, qui finalement ont un petit peu cette culture de la transversalité, vont aller beaucoup plus vite, être beaucoup plus agiles et vont pouvoir se transformer plus rapidement. On va pouvoir accéder à l'information de manière beaucoup plus efficiente que dans les entreprises traditionnelles où finalement la prise de décision est très lente. L'opérationnalité prend beaucoup de temps, peut prendre des décisions vite, mais le temps qu'elles soient appliquées, ça prend un temps fou parce que vraiment on a des difficultés pour faire circuler l'information et puis l'information passe très mal, mais c'est un petit peu comme les régions en France. On voit bien que c'est très difficile de circuler d'une région à une autre si on ne passe pas par le centre étant un petit peu le dirigeant. Et dans une entreprise en réseau, finalement, on va pouvoir circuler d'une région à une autre sans systématiquement passer par le centre où toutes les informations doivent circuler et où on a un encombrement. Et là, on voit bien qu'on est aussi dans une société qui est de plus en plus complexe. Beaucoup plus d'informations circulent, il y a beaucoup plus de complexité et le centre est complètement encombré, il est complètement congestionné et on ne peut pas continuer à faire circuler toute l'information, toutes les décisions via quelques têtes pensantes au sein de l'entreprise et elles ne peuvent pas gérer toute cette addition de corps intermédiaires qui freinent plus qu'elles ne facilitent la transformation et la prise de décision au sein des organisations. Et ce que je recommande, moi, pour désencombrer un peu les organisations, pour désencombrer ces chaînes hiérarchiques, c'est la mise en place d'un réseau social, ne serait-ce que pour soulager les boîtes mail de tous les messages un petit peu inutiles, de s'interroger sur qui on doit vraiment mettre en copie, à qui on doit vraiment adresser des mails, et puis aussi s'interroger sur, parfois, on peut mettre quelques personnes en copie cachée, enfin, mieux utiliser les boîtes mail et vraiment soulager tous les messages qui sont accessoires, subsidiaires, pas nécessaires d'être lus, devraient passer sur un réseau social. J'apprécie particulièrement le fait que tu cites ce fait historique très français du centralisme digne de Colbert, issu de Colbert, et qui est toujours en vigueur. On le voit sur ces 12 derniers mois avec la pandémie, où les décisions sont essentiellement centralisées au niveau de la tête de l'État et pas du tout déléguées dans les régions. Mais ça, c'est autre chose. Dernière question, Yann Maël. Le télétravail s'est démocratisé à grande échelle depuis mars 2020. Certaines entreprises seraient tentées de mettre en place des outils de tracking de l'activité de leurs salariés à distance. Qu'en penses-tu ? Alors, moi, je trouve ça radicalement dangereux pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est contre-intuitif comme idée. On va penser que si on compte le nombre de mots que les personnes échangent, notamment il y a des logiciels qui calculent les frappes, on va avoir une restitution de ce que les gens travaillent efficacement. Mais je peux passer des heures à écrire des mails toute la journée avec mes collègues et finalement être complètement inutile. Et d'ailleurs, on le voit très bien, c'est ce qui encombre aujourd'hui nos boîtes mail, c'est tous ces échanges inutiles qui sont faits pour montrer à nouveau au N plus 1, parfois son N plus 2, qu'on est super proactif, qu'on est, voilà, on répond dans la seconde à tous les mails, on dit même des mails où on n'est qu'en copie, on répond bien vu, on pose des questions, etc. Alors que finalement, on n'en a pas besoin. Ça contribue à l'inflation et au remplissage, au débordement des boîtes mail que tout le monde, à mon avis, enfin beaucoup de gens subissent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui voient de quoi je parle. Les gens qui finalement brassent du vide dans les organisations. C'est pas toujours de leur faute, hein, c'est souvent l'organisation qui contribue à cette
à cette inflation d'échanges, mais des échanges qui ne sont pas toujours efficients, qui ne sont pas toujours utiles, mais qui sont là vraiment pour rassurer son chef. Et de la même façon, bah là, on va traquer en quantité les échanges qui sont opérés. Je pense que c'est une très mauvaise façon de voir les choses. Il faut plutôt revenir à des échanges de qualité, moins d'échanges dans les organisations où on souffre plutôt du trop d'échanges et revenir à une culture du résultat. Voilà, c'est plus difficile de calculer le résultat, mais il vaut mieux se poser dans chaque organisation, dans chaque équipe, sur quels sont les bons résultats, qu'est-ce qu'on attend vraiment, c'est quoi les leviers qu'il faut activer, plutôt que de vouloir comptabiliser tout et n'importe quoi et de continuer à alimenter cette machine folle qui crée sans cesse de nouveaux processus qui n'ont aucune efficacité opérationnelle. Donc c'est revenir un petit peu au bon sens et faire très très attention à ces logiques quantitatives vers lesquelles se retournent malheureusement beaucoup de managers. Et donc le tout contrôle est très dangereux. Puis il y a un autre excès. Enfin, quand on veut tout contrôler en permanence, il faut savoir que la plupart des gens qui télétravaillent, ce sont des professions intellectuelles. Quand on est dans l'entreprise, on n'est jamais à 100% toute la journée. On fait un certain nombre de pauses, des pauses numériques. D'ailleurs, on fait beaucoup de pauses Facebook dans les entreprises. Vouloir supprimer à tout prix tous ces moments où le cerveau vaque un petit peu à la liberté, tous ces moments de pause pour le cerveau où finalement on va un petit peu recharger son esprit. Je rappelle qu'on ne peut pas être concentré plus de 45 minutes. Donc, il faut au contraire aménager des pauses, essayer de revenir à des rythmes qui correspondent vraiment au rythme biologique des individus. Et voilà, quand on est en télétravail, on doit comprendre qu'il faut laisser des marges de liberté aux collaborateurs et qu'il faut être plutôt sur une culture du résultat que sur une culture du contrôle du temps. Et puis, enfin, il y a un élément qui est très important. Et ça, c'est l'élément. Là, j'étais plutôt sur des éléments humains, des éléments de productivité. Il y a un élément aussi juridique. Quand les collaborateurs ils sont chez eux, on ne leur demande pas de laisser allumer la webcam en permanence pour pouvoir vérifier qu'ils sont chez eux. C'est qu'il y a des dispositifs qui sont comme ça. Du point de vue du droit, c'est disproportionné par rapport au but à atteindre, qui serait de vérifier que le collaborateur fait bien son temps de travail, etc. Non, ça, ce n'est pas possible du point de vue du droit. Quand le collaborateur il travaille chez lui, il est déjà il est à son domicile, il est dans un espace mi-professionnel, mi-personnel, et on ne peut pas lui demander de laisser sa caméra allumée toute la journée. C'est un risque que l'entreprise fait peser sur sa propre tête, puisque le collaborateur pourrait ensuite, pourquoi pas, aller se plaindre de harcèlement numérique. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de dangers aussi du coup pour les entreprises qui voudraient aller vers le tout contrôle, puisque les collaborateurs ensuite pourraient, à raison, hein, se plaindre de risques pour leur santé, du fait que ça engendre des tensions supplémentaires et de toute façon, elles sont très malvenues. Donc vraiment contre-intuitif et très dangereux pour le collaborateur, pour l'entreprise. Et voilà, si on met en place du télétravail, si on va vers du télétravail, il faut faire plus confiance aux collaborateurs. Évidemment, la confiance ne va pas sans responsabilité. Et la responsabilité, c'est cette logique de résultat. Eh bien, écoute, merci pour cet échange très instructif qui révèle que, au-delà de la technique des deux sujets abordés dans ton livre, que sont le droit du travail et le numérique, ton livre est une bonne source de réflexion qui va bien au-delà de ces sujets techniques et qui peut être une bonne matière à réflexion pour bon nombre d'entreprises. Merci beaucoup Yann Maël
et je te donne rendez-vous, j'espère, pour un prochain podcast sur un sujet toujours lié au numérique. Bonne journée à toi. Bonne journée Jean-Philippe, à bientôt. Merci.